Qu'est-ce que la créolistique? L'étude des langues et des cultures créoles dans le monde et à La Réunion. On continue d'en parler aujourd'hui. Bienvenue sur le cycle de causerie des sciences du langage. Nous poursuivons une émission que nous avions terminée la dernière fois sur l'état des lieux de la recherche en créolistique. Nous avons l'honneur de poursuivre la discussion avec Madame Noël, maître de conférence en sciences du langage. Bonjour Audrey. Bonjour Francky. Alors la dernière fois, nous étions en train d'évoquer la créolistique, le développement de la créolistique à La Réunion. Nous avions déjà parlé du 19e siècle et nous parlions surtout du 20e siècle. Oui, c'est ça. J'avais développé un peu ce qui s'est passé au début du XXe siècle avant de faire le zoom sur la situation réunionnaise. Et puis, si vous le voulez, on va continuer un peu ce chemin chronologique en nous intéressant à ce qui se passe dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, il se passe beaucoup de choses à cette période-là. On va dire que la créolistique est vraiment dans son plein... bat son plein, en plein essor, donc on a énormément de travaux. Donc, quelques noms justes pour illustrer un peu ce qui se passe et ce qui peut caractériser cette pensée du XXe siècle. On a toujours un certain nombre de linguistes qui sont non francophones, pas forcément locuteurs natifs de créole, qui vont s'intéresser aux langues créoles. Là, je vous en ai cité quelques-uns. On a par exemple Ian Hancock, qui est anglais, qui est spécialiste des langues qui sont parlées par les populations roms, et il s'intéresse ensuite aux langues créoles, donc avec cet attrait pour les langues, on va dire, minoritaires, on va dire. Et il va publier dans les années 80 un certain nombre de travaux extrêmement intéressants à ce propos. On a aussi un autre linguiste mondialement connu, Salikoko Mufwene, qui est américain, qui est d'origine congolaise. Il détient d'ailleurs une chaire, alors la chaire Edward Carson Waller Distinguished Service Professor of Linguistics à l'université de Chicago. Donc autant dire que c'est un personnage d'envergure. Alors lui, il a beaucoup travaillé sur l'émergence des langues créoles, sur la question de la créolisation, en ayant une réflexion globale, l'émergence du langage et la créolisation au niveau mondial, comment ce concept résonne en fait au niveau mondial. Alors peut-être pour citer un de ses ouvrages particulièrement connus, même s'il y en a beaucoup d'autres, mais en 2001, il publie The Ecology of Language Evolution. Voilà, donc on voit là toutes ces thématiques de recherche sur l'émergence, l'évolution du langage et cette notion de créolisation. Et puis, pour en donner encore un autre exemple, on peut aussi citer Philip Baker, qui, lui, a particulièrement travaillé sur le créole mauricien, dans les années 80 également. Il a notamment fait certaines publications avec un autre linguiste, Chris Korn. Voilà, donc à eux deux, ils ont beaucoup travaillé sur le créole mauricien. Donc là, des noms, on va dire, un peu... à renommée mondiale, internationale, mais on a aussi des linguistes francophones qui vont s'intéresser au créole. Là aussi, j'en ai cité quelques-uns, il y en a d'autres. Donc, on peut parler d'Albert Waldman, qui est français, donc, qui publie dans les années 60 sur la thématique du créole haïtien. Il s'intéresse aussi au louisianais, et ensuite, il s'est intéressé au français parlé en Amérique du Nord. Voilà. Donc plutôt une thématique français parlée ailleurs qu'en France, donc thématique de la francophonie. On peut aussi parler d'Alain Bentolila, qui est lui aussi français, et qui a travaillé sur l'apprentissage de l'écriture, plutôt, l'apprentissage du code écrit. Il est aussi beaucoup connu pour des travaux sur l'illettrisme. Et aujourd'hui, en tout cas, on le connaît plutôt sur ces thématiques-là, mais il a aussi beaucoup travaillé sur les langues africaines et les langues créoles, en faisant un certain nombre de parallèles justement entre langue créole et langue africaine.
Un autre linguiste assez célèbre, Gabriel Manessi, lui aussi français, donc qui a commencé par s'intéresser au français parlé en Afrique, à un certain nombre de variétés de français et aussi à certaines langues africaines. Et donc ce qui l'a amené à travailler sur les créoles également. Donc on voit d'ailleurs très vite le glissement en fait chez beaucoup de chercheurs, linguistes, qui commencent par s'intéresser aux français parlés ailleurs qu'en France, pour ensuite glisser vers la question des langues africaines et pour ensuite arriver au créole. Enfin, on voit comme ça un mouvement qui s'opère et qui est très intéressant. Et puis, si vous voulez, on va continuer notre petit tour, cette fois-ci en s'intéressant aux linguistes qui ont spécifiquement travaillé sur la zone océan Indien, parce que là, pour l'instant, j'ai cité des linguistes qui ont eu soit une approche très globale sur les créoles, soit plutôt, à nouveau, des travaux sur le créole haïtien, donc plutôt zone Caraïbe, on va dire. Là, parmi les linguistes qui travaillent spécifiquement sur les créoles de notre zone, on peut citer Georges Daniel Véronique, qui est d'origine mauricienne et qui donc a travaillé, a fait un certain nombre de travaux sur le créole mauricien. Il a aussi travaillé sur la genèse des créoles français, donc en élargissant un petit peu son intérêt justement à ces créoles à base française. Là aussi des travaux sur la créolisation. Il rejoint un petit peu la pensée, les centres d'intérêt de Robert Chaudenson, avec qui il s'est beaucoup inspiré dans une dynamique de recherche, donc avec un esprit de critique aussi des travaux de Robert Chaudenson. Et il a aussi travaillé sur l'acquisition du français en tant que langue seconde, donc là auprès notamment de populations migrantes en France. Donc ça c'est aussi un autre axe de ses recherches. Didier de Robillard, qui est lui sociolinguiste, donc plutôt intéressé à la question des pratiques sociales, des pratiques linguistiques, dans la société, et qui s'intéresse également à la question des politiques linguistiques. Didier de Robillard a aussi travaillé sur les créoles, et notamment le créole mauricien, plus particulièrement le créole mauricien. Tout comme Arnaud Carpouran, qui est notre collègue mauricien, tout à fait, qui est lui aussi ancré dans la sociolinguistique et qui est auteur de plusieurs ouvrages assez connus. Alors, il est tout particulièrement connu pour avoir publié le dictionnaire mauricien dans les années 2000, fin des années 2000, en 2009. Je crois que c'est un ouvrage qui a été réédité quelques années plus tard, donc qui a eu beaucoup de succès. Et il a aussi, lui attribue aussi le mérite d'avoir développé les études créoles à l'université de Maurice. Donc, un collègue aussi très prolixe en termes de recherche. Voilà, donc on peut encore citer un autre nom. Je l'ai précisé sur le diapo, je le redis, je ne suis pas exhaustive, donc que ceux que j'oublie me pardonnent, mais on peut également parler de Sibylle Kriegel, qui a travaillé sur les créoles de l'océan Indien avec plutôt un œil de grammairienne en fait. Elle a vraiment beaucoup travaillé sur la grammaire de façon très pointue, la grammaire, la grammaticalisation et l'évolution grammaticale, la comparaison grammaticale entre les créoles de la zone océan Indien et dans certaines situations de contact de langue. D'accord, donc on entend très bien dans ce que vous dites déjà la dimension internationale de la créolistique. Cette grande présence sur deux zones, la zone atlantique et la zone océan Indien. Et aussi, même si vous n'êtes pas exhaustive, on voit bien que cette recherche n'est pas restée sur une linguistique qui s'intéresse uniquement au processus de naissance, mais qu'on s'intéresse aussi à l'évolution et que toutes les branches de la linguistique, finalement, finissent par investir ce terrain créole, que ce soit dans la zone atlantique ou la zone océan Indien. D'ailleurs, les Seychelles ont publié cette année le premier dictionnaire créole unilingue. Oui. Et nous, à La Réunion, qu'en est-il ? Eh oui, alors nous, on est quand même loin d'être à la traîne à La Réunion. Il suffit de regarder cette diapositive et la longueur de la liste, qui se termine par 3 petits points, parce que, évidemment, d'ici là, dans les prochaines années, on sera rejoint par d'autres chercheurs, futurs chercheurs, on l'espère bien. Donc,
voilà, beaucoup de travaux portant sur le créole réunionnais. Alors, j'ai cité ici certains travaux assez emblématiques. On peut par exemple évoquer Claudine Bavou, qui a travaillé sur le créole réunionnais, donc, mais aussi sur le malgache, et plus généralement, enfin, en ouvrant un petit peu la réflexion aux langues qui sont parlées dans le sud, hein, dans l'espace sud, c'est-à-dire plutôt les pays qu'on nommait auparavant les pays en voie de développement, donc aujourd'hui qu'on englobe sous cette étiquette pays du sud. Pour en revenir aux travaux qu'elle a fait sur la Réunion, elle a beaucoup travaillé sur l'insécurité linguistique, sur la diglossie et sur les notions de variation. Voilà, justement, cette question de l'évolution de la variation. Ça, c'était vraiment ces thèmes, les thèmes qu'on retrouve dans un certain nombre de ses publications. On peut aussi citer Gilette Stodacher-Valiamé, qui a travaillé, a fait un certain nombre de travaux sur la grammaire. Et là, quand je dis grammaire, c'est grammaire au sens large, c'est-à-dire qu'elle s'est à la fois intéressée à la phonologie, à l'aspect lexical et à la syntaxe du créole réunionnais. Et elle est notamment l'auteur du guide Assimile créole réunionnais de poche, que je recommande quand on ne connaît absolument pas le créole réunionnais et qu'on a envie d'en découvrir un petit bout, en étant assez peu linguiste. C'est un ouvrage très, très complet et déjà une bonne entrée dans la matière. Et si on est plus aguerri, on peut aussi aller sur la grammaire du créole réunionnais. Effectivement. Qui est très descriptive et qui demande quand même déjà d'être familiarisé cette fois avec l'étude grammaticale. Voilà, c'est ça. Donc là, effectivement, peut-être un ouvrage réservé à ceux qui manipulent un peu plus les concepts de linguistique, puisqu'il est beaucoup plus précis et pointilleux, ce qui est tout à fait normal. Alors, on peut également citer Jean-Philippe Ouadbled, qui est un linguiste qui a beaucoup travaillé aussi sur le créole et qui a toujours, puisqu'il est aujourd'hui professeur émérite, un attrait pour la linguistique comparée. Donc vraiment, voilà, ce qu'on retrouve un petit peu, de façon plus ou moins marquée, on va dire, chez les linguistes. Tout le monde n'est pas versé dans cette linguistique comparativiste. Lui, c'est le cas, donc en comparant plusieurs zones, plusieurs langues, avec aussi un intérêt particulier, mais pas que, mais quand même un intérêt particulier pour tout ce qui est syntaxe, morphosyntaxe, phonologie également, mais aussi en intégrant des questions, on va dire, un peu plus larges de politique linguistique, de sociolinguistique également. Alors, on continue, on peut citer Marie-Régine Dupuis, qui, elle, a travaillé sur les parlers jeunes et le rap à La Réunion. Donc, voilà, là, je vais être un petit peu plus brève peut-être maintenant à partir de là sur les travaux les noms qui suivent illustrent, on va dire, des thématiques un peu plus spécifiques, un peu plus originales aussi, ce qui peut donner d'ailleurs des idées sur tout ce qu'on peut chercher quand on fait de la créolistique. Donc voilà, Parler jeunes, rap avec Marie-Régine Dupuis. Gudrun Le Degen a aussi travaillé sur les parlers jeunes. Et elle a notamment fait un travail très original, très intéressant à partir de corpus de SMS. Donc c'était un projet de recherche qui s'intitulait « Donnez vos SMS à la science ». Et donc elle a pu étudier les pratiques plurilingues, les pratiques interlectales à partir de ce corpus-là. Alors elle a aussi travaillé sur la phonologie, sur l'évolution, on va dire, de la phonologie du créole réunionnais, et sur la question, on va dire, un peu plus large des pratiques linguistiques. Mylène Lebon-Ekem reprend un peu le fil aussi et s'inscrit, on va dire, dans cet intérêt pour les pratiques linguistiques, mais avec aussi un intérêt marqué pour l'acquisition du langage. C'est une question qu'a soulevée Mylène Lebon-Ekem. Comment les enfants réunionnais acquièrent leur langue à La Réunion, comment ça se passe quand on est en proie comme ça à du français, à du créole, donc des langues proches, et potentiellement aussi à d'autres langues, donc comment ça se passe. Voilà, donc une autre façon encore de se poser, de faire de la linguistique et de soulever des questions en créolistique. Et puis, elle s'intéresse aussi à la place du créole dans l'espace public. Et là, je fais référence à certains de ses travaux, notamment sur l'espace médiatique, comment le créole traverse l'espace médiatique et
sous quelle forme, quelles sont les pratiques justement les mises en avant du créole dans l'espace public. Ensuite, nous avons Logambal Souprayan Kaveri, qui, elle, a publié un ouvrage sur l'interlecte réunionnais, donc dans la continuité de son doctorat, et donc qui est connu notamment donc pour ces travaux-là, sur vraiment comment ce concept d'interlecte est pertinent au contexte réunionnais. Donc c'est un concept qui avait été développé à la base plutôt pour la Martinique, donc repris ensuite par les créolistes de la Réunion. Donc il y avait une réflexion effectivement à se poser par rapport à ce concept-là et à sa validité dans notre contexte. Et donc elle s'intéresse aujourd'hui plutôt, on va dire, à des questions d'ordre pédagogique, didactique autour de la place du créole. Et puis on peut, sur cette notion aussi un peu de didactique, d'école, ça rejoint les thématiques de recherche d'Evelyne Adelin qui a travaillé sur les pratiques évaluatives, principalement des enseignants. Voilà, comment on évalue des enfants créolophones aujourd'hui à l'école et comment on pourrait mieux les évaluer. Ça a été les questions qu'elle s'est posées. Elle a aussi travaillé, continué, on va dire, de tisser le fil des études sur la grammaire du créole réunionnais. Voilà. Et puis, ça continue, évidemment, ça continue avec vous, Monsieur Laurette. Donc, vous avez eu l'occasion de nous parler dans une autre causerie, notamment du travail que vous aviez fait dans le cadre de votre doctorat. Alors, je ne vais pas vous présenter, mais je renvoie les gens à cette causerie qui donne un petit aperçu de ce que de vos centres d'intérêt, de vos axes de recherche. Ça continue avec la nouvelle équipe, dont fait partie Fabrice Georget, que aussi on peut découvrir au travers de plusieurs causeries. Chimine Chadi également. Et puis moi, vous-même. Effectivement. Et puis donc 3 points de suspension, puisqu'il y aura bien sûr d'autres personnes après nous. C'est ce qu'on peut souhaiter et c'est ce qui arrivera de toute façon pour la créolistique, c'est certain. Et dans tous les domaines, justement, où on se rend compte de l'intérêt des résultats de la recherche. Mais qui dit recherche dit aussi publication, articles. Comment est-ce qu'on peut accéder à ces publications? Oui. Alors, pour les travaux que je viens de citer, on peut accéder d'une part aux thèses, aux mémoires de recherche, puisque beaucoup des ouvrages que j'ai pu citer sont des articles ou des ouvrages issus des travaux de ces chercheurs lorsqu'ils étaient eux-mêmes étudiants. Donc ça, par l'université, par le portail de la BU, ce sont des sources qu'on peut retrouver. Et puis, on va dire pour tout ce qui va être vraiment littérature scientifique, donc articles principalement, on a un certain nombre de revues où on va trouver donc ces travaux en créolistique. Alors on peut lire la créolistique, on va dire, dans des revues assez générales, des revues de sociolinguistique, des revues de linguistique, tout simplement. Pour en citer quelques-unes, on a par exemple la revue Langue et Cité, on a Langage et Société, donc une revue de sociolinguistique, les cahiers internationaux aussi de sociolinguistique. Donc ça, ce sont des revues qui ne sont pas étiquetées créolistiques, mais où bien sûr on peut trouver des recherches publiées sur les créoles. En ce qui concerne maintenant les revues, on va dire, plus spécifiques à la créolistique, on en a un certain nombre, très anciennes pour certaines, et puis très nouvelles pour d'autres. Dans les années 70, on a une revue, donc la revue Espace Créole, qui a été créée par le GEREC, dont j'avais parlé précédemment, le groupe d'études et de recherche en espace créolophone. On a aussi, fin des années 70, la revue Études créoles qui est créée, donc qui est une revue qui n'est pas spécifiquement linguiste, elle est pluridisciplinaire, mais en tout cas elle porte sur la thématique créole et sur les mondes créoles. Et puis là, très récente, en 2021, on a une nouvelle revue qui s'appelle Créolistica, qui a été créée. Donc là, on va dire 3 revues généralistes, et puis on en a d'autres un peu plus spécifiques dans le sens où elles vont porter sur des zones particulières. Donc, par exemple, on a la revue Moffoise aux Antilles, qui là est une revue plutôt axée didactique des langues, culture. On a aussi la revue Texte, Études, Documents pour
l'aspect littérature aux Antilles également. À Haïti, en 2022, donc là aussi une revue toute jeune, on a une revue qui s'appelle Recherche éthique créole. Voilà, donc je n'ai pas l'accent haïtien, malheureusement. Et cette revue est assez novatrice, en fait, dans l'idée, puisque eh bien, elle a demandé à ce que les publications soient en créole haïtien. Donc c'est une revue entièrement rédigée en créole haïtien. Et puis à La Réunion aussi, on a des revues, enfin en tout cas on en a eu des revues de créolistique ou de littérature créole. On a eu par exemple Badjour et Badjour Mascarin, donc des revues qui ont été créées par Boris Gamaleya dans les années 70. Et un petit peu plus tard, la revue Fangok aussi, Fangog qui a été créée. Voilà, donc on a comme ça un certain nombre de revues très spécialisées. Ce sont d'ailleurs des revues qui étaient en créole. Oui. Et qui avaient vraiment pour but de faire partager les résultats de la science. Je crois que la dernière qu'on pourrait ajouter à votre liste, c'est Notre Langue, ah oui. À la fin des années 90, début des années 2000. Oui. Et puis d'autres, certainement. D'ailleurs, ça mériterait un numéro sur ces revues culturelles. Oui, exactement. Et donc, quelles sont, pour l'avenir, quelles sont les thématiques qui semblent porteuses? Sur quoi s'orientent principalement les travaux? Est-ce qu'il y a des défis lancés aux chercheurs à relever? Effectivement, il y a un certain nombre de défis, puisque on a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas tout fait, et on est loin d'avoir tout fait sur le créole et d'avoir tout dit, puisque d'une part, ce sont des langues qui de toute façon sont vivantes, donc elles évoluent. Donc justement, cette dimension, observer l'évolution des langues, documenter la façon dont ça bouge, au contact d'autres langues aussi, eh bien c'est quelque chose qui va continuer et qui continuera. Observer comment les gens parlent ces langues, donc les pratiques réelles des locuteurs. Là, on a encore plein de choses à dire là-dessus. On peut encore aussi travailler, réfléchir sur le processus de créolisation. Voilà, continuer un peu à développer cette réflexion, parce que c'est un concept fort qui a fait l'objet déjà d'une recherche conséquente, mais on peut toujours renouveler, et puis justement, le monde bouge, donc comment cette créolisation continue à œuvrer dans ce monde nouveau? Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser. Bien sûr, tout ce qui va être politique linguistique, là aussi c'est un thème porteur, enfin qu'il a toujours été, mais qui continue à l'être. Pareil, la loi évolue, les politiques en faveur des langues évoluent. Voilà, on est dans un monde avec des nouvelles problématiques sociétales, etc. Donc comment tout ça se croise, c'est des thématiques, des défis qu'il faut continuer à relever. Alors, je pense aussi, l'un des sujets, peut-être un des défis aujourd'hui, c'est la question des nouvelles technologies. Voilà, donc là, c'est quand même la nouveauté, la grande nouveauté de notre époque, le développement exponentiel de l'informatique, de l'intelligence artificielle et de toutes les nouvelles technologies que je ne peux pas citer parce qu'elles n'existent pas. Mais voilà, comment le créole va se faire une place en fait dans ces nouvelles technologies, quelle place on doit lui faire, en quoi ces nouvelles technologies peuvent aider aussi, soit à valoriser le créole, à le diffuser, à le consigner, à résoudre certaines interrogations qu'on peut avoir sur certains points de régularité, sur la question de l'orthographe. Ça soulève énormément de questions. Ça permettrait aussi d'avoir des réponses concrètes à des problèmes qu'on pose aujourd'hui. Je pense par exemple à la traduction. Toutes ces situations-là où la communication elle n'est pas simple parce qu'on ne parle pas la même langue, où on ne se comprend pas totalement, donc en quoi la traduction pourrait nous aider dans ce type de situation. Donc c'est vraiment des thématiques porteuses. Et puis, qui dit développement de nouvelles technologies, dit aussi outillage, de façon plus large, outillage de la langue. Et là, je pense que c'est aussi un domaine important. C'est-à-dire que, on voit bien que le créole, c'est pas uniquement la langue du traditionnel, c'est pas uniquement la langue du maloya, de la musique, c'est une langue qui est présente partout, et c'est aussi ce que beaucoup de travaux ont pu montrer.
et qui peut être présent partout. Le créole, c'est une langue donc, qui peut tout dire à partir du moment où on l'outille pour pouvoir le faire. Donc se pose la question de cet outillage, c'est-à-dire quels mots on doit inventer, ou à quel moment on invente du vocabulaire pour pouvoir faire une communication scientifique en créole, par exemple, ou faire un texte politique en créole. Alors là, on ne nous a pas attendu pour ça. Les politiques à La Réunion font déjà des discours en créole très bien. Mais voilà, on voit donc que, on a encore des choses à réfléchir, et c'est aussi c'est avec cette question-là que s'est développée la dernière revue dont je vous parlais, qui a pour vocation d'être vraiment en créole haïtien, avec cette volonté de montrer, de participer à la réflexion de l'outillage. Si je veux écrire aujourd'hui un article scientifique en créole, je peux, mais de quoi j'ai besoin pour le faire, et donc qu'est-ce qu'il va falloir penser comme code, penser comme nouveaux mots, etc. Quand est-ce que je traduis un concept, quand est-ce que je me contente de changer la graphie, voilà. Donc des questions extrêmement intéressantes, et je pense d'actualité, d'actualité, et on l'entend bien aussi au service de la société et des besoins nouveaux qui apparaissent, de la prise en compte réelle des individus dans leur identité et dans leur entièreté, avec effectivement énormément de pistes. Moi, ce qui me marque, c'est cette application concrète des sciences humaines, et particulièrement des sciences du langage, et encore plus de la créolistique, mais vous-même, Madame Noël, parmi tous ces défis, lequel travaillez-vous particulièrement? Ou quel défi vous êtes-vous fixé? Parce que c'est vraiment tentaculaire comme chose. Vous avez certainement quelque chose qui vous anime au fond, ou sur quoi est-ce que vous orientez, vos recherches particulièrement? Moi, j'aime bien les questions, on va dire, originales. Donc les nouveaux défis, donc effectivement cette question des technologies, de la linguistique appliquée, donc comment la linguistique est au service de la société dans des situations très concrètes. On va dire que c'est vraiment les thématiques qui me portent, on en avait un petit peu discuté, vous me connaissez bien, donc je travaille surtout sur la santé. On pourra peut-être en parler dans le cadre d'une autre causerie. Et donc effectivement, dans le domaine de la santé, où on peut se poser des questions sur la sociolinguistique, va se poser la question de l'outil, des outils. Est-ce qu'on a un dictionnaire médical, un dictionnaire, une traduction, un glossaire des maladies, comment je fais quand je suis un professionnel de santé qui ne connaît pas du tout le créole, qui arrive, qui vraiment est vierge de toute connaissance par rapport à cette langue, et qui a face à moi une personne âgée qui ne maîtrise pas bien le français. Voilà. Quels outils dans ce contexte-là, de quoi je peux avoir besoin, et qu'est-ce qu'on pourrait développer pour les aider voilà. Oui, bien sûr, je le sais bien, mais il me semblait opportun de finir cet entretien avec cette question un peu plus personnelle. Effectivement. Et qui souligne justement ce lien déjà entre la créolistique et les autres sciences, que ce soit les sciences de la santé, les sciences de l'informatique, les ingénieurs, et à quel point la recherche à La Réunion et dans le monde n'est pas quelque chose d'isolé où chacun travaille dans son coin, mais c'est vraiment en mutualisant nos réflexions que nous finissons par avancer plus loin ensemble. Exactement. Voilà. Oui. Donc nous aurons l'occasion certainement de consacrer un numéro à la santé, aussi peut-être de parler des travaux des doctorants qui s'intéressent au tribunal, à la justice, à l'accès au droit. Oui. Vous voyez, ce cycle de conférences est loin de se terminer. Malheureusement pour nous aujourd'hui, nous devons clôturer notre entretien. Je vous remercie encore chaleureusement pour votre communication, vos échanges et ce partage. Merci. Donc à bientôt dans une future causerie des sciences du langage.